à son Excellence le professeur recteur de l'Université Charles-Louis de Montesquieu, son Excellence Amoa Urbain. Pardon. Oui. Distingués chefs coutumiers, chefs traditionnels, honorables invités, mesdames et messieurs. Un proverbe bien de chez nous dit: qui dort sur la nappe de son voisin dort à terre. Un autre renchérit pour dire: si vous voulez qu'on adore votre fétiche, il faut commencer par l'adorer vous-même. Autrement dit, qu'est-ce donc être si ce n'est être soi-même et fondamentalement soi-même? Ce disant, le discours que je me propose de délivrer s'intitule bien « Diplomatie coutumière africaine, géogouvernance de proximité, dialogue interculturel et interreligieux, clé pour la paix et le développement permanent de l'Afrique ». En d'autres termes, il s'agit de m'interroger sur le principe de la création d'un haut conseil des sages d'Afrique. Qu'il me soit permis, d'entrée de jeu, de remercier et féliciter Madame Merzak Latifa pour cette initiative heureuse, mais également tous les chefs qui travaillent à ce projet depuis 2014. Qu'il me soit permis, d'entre deux jeux, de remercier et féliciter Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'occasion qu'il nous donne en autorisant la tenue des assises de la création d'un haut conseil des sages regroupant des autorités coutumières, des guides religieux et spirituels, regroupant ces autorités d'Afrique en terre africaine du Maroc. Ce disant, il apparaît clairement que Sa Majesté le roi Mohamed VI est en phase avec son éducation à la gouvernance royale et ses propres convictions qui peuvent se résumer en une phrase: point de gouvernance sans spiritualité, ou encore le spirituel précède le réel et l'enrichit des valeurs et richesses du passé, des valeurs et richesses des traditions. Dès lors, l'équation principale de notre pèlerinage, au cœur d'un royaume à forte illustration de modernité, s'offre à nous comme un défi ou une équation à trois entrées fondée sur la diplomatie coutumière africaine et ses principales théories: le dialogue interculturel, le dialogue interreligieux comme sources et vecteurs de création de richesses à forte dose d'humanisme, et nous nous en félicitons parce que, en plusieurs circonstances, Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a démontré et prouvé, avec la conviction que le Maroc, qui est à la fois le sud du nord et le nord du sud, ne peut qu'offrir un modèle de confiance et non de défiance, un modèle d'assurance et un modèle de développement et de sécurité plurielle qui assure, rassure, inspire les grandes œuvres au Maroc, les grandes œuvres du Maroc à l'Afrique
et au monde. Sa Majesté le roi Mohamed VI nous aura communiqué sa joie de nous voir suivre ses pas lorsque, après avoir bravé plusieurs adversités, il a autorisé la création en 2004 de l'instance d'équité et de réconciliation pour enquêter sur les violations graves des droits humains de 1956 à 1999. On pourrait même dire qu'il s'agit là des États généraux. N'est-ce pas là une logique de quête de proximité avec le peuple? Sa Majesté le roi Mohamed VI l'aura davantage compris en lançant le 18 mai 2005 Initiative nationale pour le développement humain, INDH, vaste programme visant à la lutte contre les inégalités, la pauvreté et la précarité sociale et à la prévention de la radicalisation des positions des populations démunies. La géogouvernance de proximité, nous le disons. Sa Majesté le roi Mohamed VI l'aura aussi célébré avec le concept de régionalisation avancée et l'importance réservée aux collectivités territoriales comme locomotive du développement, ainsi que cela apparaît dans la Constitution de 2011. Et nous comprenons mieux au moment de la création du Haut Conseil des sages et de l'ouverture, nous le souhaitons, du premier bureau de la première ambassade mondiale de la diplomatie coutumière africaine à Rabat, que nous souhaitons voir se réaliser sous l'autorité de Sa Majesté, que la puissance du discours du 31 janvier au 28e sommet de l'Union africaine nous rappelle les phrases fortes. Je cite Sa Majesté. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. Et le roi de conclure partiellement. L'Afrique est mon continent et ma maison. Extrapolant, j'aurais pu dire, si donc l'Afrique est le continent, si donc l'Afrique est la maison, le Maroc est l'Afrique, et l'Afrique est le Maroc. Depuis, le Maroc a traversé, le Maroc, à travers Sa Majesté, n'hésite aucun instant à participer aux missions de maintien de la paix, car, et on peut le proclamer ainsi, point de développement sans culture de paix et point de paix sans un dialogue permanent et élégant, à la fois interculturel et interreligieux. Et c'est là où les chefs traditionnels et les leaders religieux doivent, à travers le Haut Conseil des sages et l'ambassade l'ambassade de la diplomatie coutumière africaine, apporter à la fois le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-dire, expression de l'âme africaine à l'avènement d'un nouvel ordre social qui œuvre à favoriser une démocratie participative et représentative indispensable à toute logique, à toute politique et à tout projet de développement humain. D'où l'invite de Philippe Hugo, dans un article paru dans la revue internationale et stratégique numéro 43, en ces termes. D'où son invite aux États en ces termes. Je crois que cela peut être perçu comme l'un des fondements de la mise en place de ce Haut Conseil des sages.
Philippe Hugon écrit: c'est en priorité aux États et à leurs organisations mondiales et régionales qu'incombe la responsabilité de préserver et de faire cesser les affrontements armés et de rechercher les solutions pacifiques. La mise en place de conditionnalités à l'aide, favorisant les jeux démocratiques et l'émergence d'États en droit, des États de droit, est évidemment une réponse aux préventions des conflits armés. Il importe qu'un médiateur institutionnel, il importe, et j'insiste là-dessus, qu'un médiateur institutionnel joue son rôle pour transformer les conflits en jeux coopératifs. Ceci peut se faire à défaut d'un contrat social respecté par les acteurs, par un tiers garant national, régional ou international. Telle est, entre autres, l'une des missions essentielles du Haut Conseil des sages, composé de chefs traditionnels, de guides spirituels et religieux, à travers ces instances qui pourraient être animées par des ambassadeurs, les tout premiers, de la diplomatie coutumière africaine. Qu'est-ce donc la diplomatie coutumière africaine? C'est cette pratique discursive des méthodes et mécanismes traditionnels de quête permanente de consensus par cercle concentrique entre le huis clos, que l'on appelle la concertation dans la case, et la place publique, qui a pour fondement plusieurs théories. En effet, les travaux que nous avons réalisés sur la chefferie traditionnelle nous amènent à énoncer pour la diplomatie coutumière quelques théories que voici. Dans un premier temps, première théorie, la théorie des 5 vérités. Il va sans dire que toute cour du roi, pour trancher un conflit, prend appui sur au moins 5 vérités. La première étant la vérité intérieure, la seconde étant la vérité scientifique, car si tant que j'ai raison, peut-être serait-il bon qu'on dise que j'ai raison, donc de façon scientifique, que cela puisse être démontré. La troisième vérité étant la vérité historique. Dans le temps, hier n'a-t-il pas favorisé cet aujourd'hui que nous connaissons? D'où viendrait alors que l'on occulta hier pour apprécier aujourd'hui? La vérité suivante, lorsqu'on a eu dit toutes ces vérités, on interroge Dieu Tout-Puissant. Si Dieu physiquement avait été là, qu'aurait-il dit? Ayant vu la vérité divine, alors nous parvenons à une vérité humaine, qui est la vérité consensuelle. Première théorie à laquelle va se soumettre le Conseil, le Haut Conseil des sages, mais essentiellement, première théorie de la diplomatie coutumière africaine. Deuxième théorie, c'est la théorie de l'élégance langagière. Dire dans une cour du roi, c'est dire avec courtoisie, avec beaucoup d'images, beaucoup de symboles. C'est même dire un langage difficile à décoder, et c'est là où, dans la cour du roi, nous avons généralement un schéma que j'appelle le schéma de métacommunication. Car en fait, là, il y a un émetteur prime, qui tamise le discours, qui renvoie à un récepteur prime, qui tamise à son tour le discours pour envoyer à l'écoute de l'émetteur réel, du récepteur réel. Il y a donc le principe de la circularité du discours qui va faire en sorte que dans la diplomatie coutumière, on évite de choquer, de blesser, de détruire par la parole. C'est ce que nous appelons la théorie de l'élégance langagière, qui elle-même, par une approche psychanalytique, va permettre de découvrir le nœud caché du conflit, ou alors la vérité non dite, qui certainement va être un élément déclencheur dans la résolution des conflits. La troisième théorie, c'est la théorie du temps de réceptivité.
il va sans dire que la diplomatie coutumière devra prendre appui fondamentalement sur le temps de réceptivité. Au moment où se déclenche le conflit, est-on suffisamment réceptif pour aborder les questions, toutes les questions, et parvenir à un consensus ou à une résolution définitive? Il faut donc tenir compte du temps de réceptivité des uns et des autres. Puis vient la théorie de l'intelligence du contexte comme élément de diplomatie coutumière. L'intelligence du contexte. Le contexte dans lequel l'on est à un moment donné, favorise-t-il la résolution du conflit ou faudra-t-il le déplacer ou faudra-t-il créer les circonstances de cette diplomatie? Et puis, de guerre lasse, quand on aura pu atteindre son objectif, intervient cette autre théorie que nous appelons la théorie de l'évitement. La théorie de l'évitement pour éviter que les belligérants se donnent, aillent jusqu'au sang. Et tout cela doit être fondé sur le respect du sacré et du spirituel qui accompagne la résolution du conflit. La diplomatie coutumière africaine est bien au-delà d'une intervention mécanique, un art et une science bâtie sur une méthode, l'immersionnisme ou l'immersion sacrée. D'où viendrait que j'eusse pu résoudre un conflit en étant en dehors de l'endroit où s'est déclenché le conflit? D'où viendrait que je sois un expert en questions africaines sans être imprégné des valeurs et des richesses du continent? Ici donc intervient ce que nous appelons la méthode de l'immersionnisme, qui consiste pour le médiateur, donc pour le Conseil des sages, pour le Haut Conseil des sages, qui devra consister dans l'idée que, étant imprégnés de leurs valeurs et civilisations, des réalités qui sont leurs, ils puissent alors partir de ces réalités pour aller vers des résolutions non plus durables, mais essentiellement permanentes des conflits en gestation ou déjà en éclosion. Dès lors, gouverner par délégation, comme c'est le cas de certains maires non résidents, de certains conseillers régionaux et municipaux non résidents, dès lors, gouverner par délégation me semble être suicidaire. Peut-être alors faudrait-il être dans l'environnement pour que, profitant des réalités de la terre, on puisse utiliser la terre pour résoudre les problèmes de la terre. Et cela, la sagesse burkinabé nous enseigne que si la termitière vit, elle ajoute de la terre à la terre. La termitière, cette architecture merveilleuse des termites, qui commande que lorsque, au-dessus de la termitière, la motte de terre est imbibée d'eau, c'est que la termitière vit. Mais lorsqu'elle meurt, c'est qu'on ne peut plus y ajouter de la terre. Puisse donc la sagesse africaine inspirer le Haut Conseil des sages à travers la diplomatie coutumière africaine pour aller vers ce voyage auquel déjà nous ont invité certains auteurs. Ce sera, ou ça aura été, le cas de Aimé Césaire, lorsqu'il écrit le cahier de retour au pays natal. Ce aura été également le cas de Léopold Sédar Senghor, lorsqu'il écrit « Comme les Lamantin vont boire à la source ». C'est également notre lecture aujourd'hui, lorsque nous énonçons la théorie du comeback to the native village. Comeback, non pas un comeback pour s'y installer. Ce ne s'agit pas ici d'un retour au village, mais plutôt d'un recours au village pour aller puiser dans nos valeurs ce qui est beau et bon pour venir aider à construire le nouveau monde. Ici, la synthèse est toute trouvée, une gouvernance de modernité, une royauté de modernité. Apparemment dichotomique ou contradictoire, ça ne l'est point du tout. On pourrait plutôt dire qu'il s'agit de complémentarité.